Bonsoir tout le monde. Bonsoir à ce nouveau épisode du Forum de l'enfance libre. Jean-Guillaume Bélier et moi avons le plaisir ce soir de retrouver ou de rencontrer Daniel Delanoë. Vous êtes psychiatre et anthropologue. Vous faites partie de l'Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité. Vous êtes chercheur associé à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM. Vous travaillez aussi en centre médico-psychopédagogique dans le Val-de-Marne, où vous êtes responsable d'une consultation transculturelle. Dans votre livre, Les châtiments corporels de l'enfant, qui a été publié en août 2017, vous avez mené l'enquête sur les raisons de la pratique des châtiments corporels sur les enfants. Alors, sur ce sujet, ici, nous avons eu de nombreux invités, Jean-Pierre Thielande, Marc-André Coton, Amalia Escriva, Camille Pasquier, Arnaud Dereau, Marion Querc, Christine Schul, dans le désordre. Mais cependant, pour commencer, nous aimerions bien que vous nous posiez ces mots que l'on emploie. VEO, maltraitance, châtiment corporel. Quels sont les mots que vous mettez sur tous ces concepts, sur toutes ces phrases? Bonsoir à tous et merci pour votre invitation et bravo pour cette initiative d'inviter tous ces auteurs, toutes ces personnes qui réfléchissent et qui font des choses extraordinaires dans ce domaine. Alors effectivement, c'est une bonne idée de reprendre la définition. Alors il y a Murray Straus, qui est un sociologue américain, qui est un des premiers chercheurs à avoir travaillé sur les châtiments corporels dans les années 90. Et il a donné une définition qui est celle-ci: le châtiment corporel est l'utilisation de la force physique avec l'intention de faire subir à l'enfant de la douleur. Ça, c'est important. Mais sans blessure, dans le but de corriger, de contrôler le comportement de l'enfant. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça fasse mal et qu'il n'y ait pas de blessure, qu'il n'y ait pas de traces, et dans un but éducatif. Ce n'est pas pour le plaisir de celui qui tape. Dans mon expérience clinique, j'ai des consultations avec des enfants qui viennent de familles de tous les pays, de nombreux pays, d'Afrique, d'Asie notamment, du Moyen-Orient, d'Europe du Sud, d'Europe de l'Est. Et des enfants m'ont dit qu'ils étaient tapés à coups de ceinture par leurs parents, soit une petite fille très agitée, soit un petit garçon très inhibé, ou qui recevait des coups de bâton, des coups de baguette. Et c'était les parents étaient persuadés de faire ce qu'il fallait. Et donc, ils pensaient que, d'ailleurs, ils avaient été élevés comme ça, chez eux, c'est comme ça qu'on faisait, et il pouvait y avoir des traces, mais c'était normal. Donc, ce qui fait que le critère d'absence de blessure, on voit qu'il est culturellement construit et que c'est une norme qui varie selon les pays, selon les cultures. Donc, j'ai remplacé ce critère d'absence de blessure, hein, qui est celui qui vraiment conduit, on fait un signalement quand il y a une trace de coup, là, il n'y a pas photo. Après, c'est plus compliqué. J'ai remplacé donc l'absence de blessure par un critère plus large où c'est de manière culturellement légitime dans la société ou le groupe social où vit l'enfant, avec une atteinte physique variable. Hein, il y a des pays où c'est normal de donner des coups de bâton, des coups de chicotte, des coups de ceinture, des coups de baguette. Donc, pour englober tout cela, c'est la norme culturelle qui permet d'identifier le châtiment corporel. Et donc, on en vient à la définition en regard des sévices, des mauvais traitements, c'est ce qui n'est pas considéré comme légitime. Et légitime, c'est ce qui n'est pas, c'est ce qui est autorisé explicitement, ou ce qui est licite, ce qui n'est pas interdit. Et donc, dans chaque culture, il y a un niveau où on dit non, là, ça va trop loin. Là, ça va trop loin, ça va pas, il faut arrêter, il faut intervenir. Donc, il y a le niveau, si vous voulez, de la violence, il y a une différence qui est curieusement construite 6 mois jusqu'en 2019. Je donnais des tapes à mes enfants
et que j'allais en Suède ou en Allemagne et que je donnais une petite claque, une petite fessée à mes enfants, bien pareil, on m'aurait dit, écoutez, monsieur, là, ça ne va pas du tout, il faut qu'on en parle, venez, on va s'expliquer. Là aussi, la norme française était pas du tout acceptée dans des pays plus avancés dans ce domaine, comme les pays scandinaves ou même l'Allemagne, où on rigole plus du tout avec ça. Donc, c'est les mauvais traitements, dont il n'y a pas d'ailleurs de définition officielle, sont la transgression des normes et les châtiments corporels sont dans la norme. Heureusement, de plus en plus de pays ont réduit cette norme à 0, puisque tout châtiment corporel est interdit, et donc en France, la violence physique et psychologique est interdite depuis la loi du 2 juillet 2019. Et donc là, vous parlez de violence corporelle, mais Oui. n'y a-t-il pas d'autres formes de violence? Alors, la violence est hein, interdite aussi. Hein. Ordinaire, oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans les textes internationaux, les recommandations de l'ONU, dans les textes de loi, on interdit les deux. Et dans le texte de loi en France aussi, c'est la violence psychologique et la violence physique. L'autorité parentale doit s'exercer sans violence physique et sans violence psychologique. Donc les deux sont toujours associés et leur interdiction est toujours associée. Pour ma recherche que j'ai faite à partir de ces constatations cliniques, j'ai essayé de savoir pourquoi finalement on tapait les enfants, c'était il y a quelques années déjà. J'ai ciblé ma recherche sur les châtiments corporels, qui sont quelque chose de plus facile à observer. La violence psychologique, il y a moins d'études dessus, c'est plus compliqué. Donc pour faire une recherche limitée, je me suis borné au châtiment corporel, mais les conclusions que j'en ai tirées valent aussi pour les violences psychologiques. Je fais la question suivante. Oui, oui. Oui, oui. Mais bien sûr, parce que moi, ce qui m'intéresse quand on vous écoute, c'est votre parcours étonnant, puisque vous êtes à la fois au contact direct de ces maltraitances, mais vous avez aussi une réflexion à l'université avec l'anthropologie. Et pourtant, vous dites dans votre livre à quel point vous êtes au contact avec des choses horribles, puisque vous entendez des témoignages d'enfants qui sont battus. Et puis la deuxième couche, j'ai envie de dire, c'est quand la maman qui bat son fils vous dit, mais c'est comme ça que j'ai été élevé, c'est tout à fait comme ça que ça marche. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Est-ce que ça vous donne une force pour écrire, pour réfléchir à comment changer les choses? Oui, c'est parti de là. Je me suis dit, il fallait comprendre. Et puis, il fallait comprendre pourquoi les parents s'accrochent avec autant de conviction à cette manière d'éduquer les enfants et ont l'impression d'être l'objet d'une remise en cause très violente eux-mêmes quand on leur dit que c'est interdit ou que c'est pas bon. Et donc, au début, je me suis heurté effectivement en disant, mais écoutez, c'est pas possible, donner des coups de ceinture. Alors les gens disaient, mais vous voulez m'enlever mon enfant, vous pensez que je suis une mauvaise mère? Ben non, certainement pas. Mais j'arrivais pas à établir un lien de compréhension avec les parents. Et les parents acceptaient sous contrainte finalement, de renoncer à taper l'enfant, mais restaient convaincus que c'était la bonne façon de faire, même s'ils ont pu me raconter qu'eux-mêmes, ça avait été très douloureux. Mais il y avait quelque chose de plus... Il manquait un chaînon pour construire une alliance thérapeutique. Et au fil du temps, j'ai donc découvert toutes les études qui existaient. J'ai découvert que ce sujet était quasiment pas étudié en France, à part l'étude de Jacqueline Cornet, il n'y avait aucune recherche. Jacqueline Cornet, donc une médecin généraliste, une des fondatrices de l'OVO, qui avait étudié l'augmentation de fréquence des accidents chez des adolescents qui avaient reçu des châtiments corporels importants. Donc c'est vraiment une précurseur. Mais depuis, il n'y avait rien eu. Et donc j'ai découvert qu'il n'y avait rien en France, que personne ne parlait de ça dans les milieux académiques, dans les milieux cliniques non plus. Comme vous dites, j'évolue dans les deux. Et j'ai fait de la bibliographie et j'ai vu qu'il y avait à l'époque déjà plus de 150 études qui montraient que ça avait des effets négatifs. Un, que ça ne marche pas, c'est-à-dire taper un enfant pour l'objectif éducatif, eh bien parfois ça marche quelques secondes, mais l'enfant répète, plus il est petit, plus c'est inefficace. Donc c'est inefficace, et que deux, ça aggrave les choses, précisément, les comportements agressifs ou l'inhibition qu'on cherche à corriger chez l'enfant sont aggravés par la violence éducative. Donc, dans une ironie assez pathétique, les châtiments corporels produisent exactement ce qu'ils sont censés produire. En fait, la logique montre qu'ils produisent bien ce pourquoi ils sont faits.
C'est le résultat de ma recherche. Oui, 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 il y a une autre personne qui était invitée ici qui disait si ça marchait, ça se saurait, le fait de battre les enfants. Bon, ça ne manifestement, ça se perpétue, ça ne se sait pas encore. De quelle période vous parlez là? Vous parlez de plus de 150 études. Alors, je suppose qu'elles sont internationales, donc puisque Oui, vous disiez que vous n'aviez pas trouvé grand-chose en France. Non, c'est des études qui ont été menées surtout en Amérique du Nord, Oui. mais aussi il y en a eu d'autres dans d'autres pays, des études de l'UNICEF. Donc ça, c'était dans les années 2000, des études épidémiologiques qui montraient, alors on a mesuré, il y a des psychologies expérimentalement, des études de psychologie expérimentale qui ont regardé si ça modifiait le comportement ou pas, on a étudié, on a vu que ça marchait pas, on est allé jusque-là. Et puis quand j'ai commencé à faire mes biblios en 2014, 2012, il y avait déjà suffisamment d'études pour montrer que c'était négatif, que les effets étaient négatifs. Et on a montré aussi que quand on arrête de taper un enfant, il va mieux. Donc ça aussi, ça paraît absolument trivial, mais ça a quand même été étudié, et heureusement. Et donc le niveau, si vous voulez, de certitude scientifique est tel qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus accepter d'un point de vue éthique, un comité d'éthique n'accepterait plus de faire une étude avec un groupe où on laisse les enfants éduquer normalement, entre guillemets, c'est-à-dire où on laisse les parents donner des tapes s'ils veulent, et un groupe où on dit aux parents de ne pas le faire. Ce serait éthiquement pas acceptable vu le degré de connaissance qu'on a. Parce que ça se faisait comme ça. C'était vraiment des études qui étaient conduites comme ça avec des études professionnelles. Hein. Mais c'est simplement pour montrer le niveau de certitude auquel on est arrivé. Non, on n'a pas des études comparatives. On a fait en observation, on a regardé ceux qui étaient punis, ceux qui n'étaient pas punis, ceux qui étaient battus et pas battus. Et on a vu les différences. Alors effectivement, ça donne des troubles psychiques, ça donne de l'agressivité, ça donne des difficultés de concentration, ça favorise chez l'adolescent la délinquance, l'abus de substances, tout ça aboutit à des échecs scolaires et chez les adultes, ça favorise aussi les difficultés de tous ordres, conjugales, éducatives, professionnelles, et on a vu aussi que ça favorise des maladies somatiques, des maladies immunologiques, de l'hypertension, de l'obésité, etc. Ce que vous dites est finalement extrêmement grave parce qu'on est en train d'amener la preuve des effets, des châtiments, des maltraitances, des violences sur les enfants et que ces violences-là ont des effets des années plus tard. Est-ce que les études arrivent à montrer que justement c'est grave et que ce n'est pas pour le bien des enfants? Est-ce qu'elles arrivent à avoir assez de recul? Parce que là, vous parlez d'adolescents, donc peut-être qu'ils sont encore battus, mais est-ce qu'on a des études qui embrassent une longue durée pour étudier toute une population? Oui, oui. Il n'y a pas des études longitudinales, mais il y a des études rétrospectives ou des études en population générale qui concluent sans ambiguïté sur l'effet important à court terme et long terme des châtiments corporels. Tout à fait. Ça, c'est vraiment prouvé. Donc, les effets pour interdire sur ces bases-là. Donc, les effets de la violence aujourd'hui ne sont plus, on ne peut plus les remettre en question. Ah non, 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 c'est un acquis des connaissances. Et dans les années 2010, il y a eu des études donc, de neuroimagerie cérébrale, dont Catherine Guéguin a fait la revue de la littérature, qui ont montré, ça c'était plus récent, un impact sur les structures cérébrales, un impact négatif sur les structures cérébrales impliquées dans le contrôle de soi, le contrôle des émotions, le contrôle du comportement. Donc là aussi, c'est même, si vous voulez, mesuré sur des zones du cerveau qui se développent moins bien, l'hippocampe, le cortex orbitofrontal. Donc c'est un nouveau niveau de preuve. Il y a dans les années 60-70, on faisait des radios des os et on voyait qu'il y avait des fractures d'âge successifs. On disait, ben ça c'est peut-être un enfant battu. Et maintenant, on a des niveaux de... Il y a ensuite l'épidémiologie dans les années 90-2000 qui montrait les effets, parce que c'est pas évident de prouver qu'il y a plus de dépression, de délinquance, etc. Il faut vraiment des études sur des gros échantillons. Donc cette méthode a montré ces effets-là, et puis maintenant la neuroimagerie montre des effets directement sur le cerveau. Donc on a une succession, si vous voulez, avec les outils de connaissances qu'on a, de mesures des effets qui vont tous dans le même sens. Quand vous dites qu'il y a 150 études, pardon, ça ne paraît pas beaucoup par rapport à tout ce qui se fait dans le monde. Quand même, sur une question comme ça, 150 études parues dans des revues de comité de lecture, non, c'est pas négligeable. Hein. D'accord.
D'accord. Alors justement, on a une question ici par rapport à ça, et donc j'en profite pour signaler que vous pouvez répondre à cela après le live, hein. Mais juste pour vous signaler que, ben voilà, on a des gens qui sont intéressés par ces études où les retrouver. Alors, il y a beaucoup de choses sur le site de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. Hein. Dans ce débat, il y a beaucoup de réponses. Alors, est-ce qu'on est encore au stade où, comme le disait Olivier Morel, qu'on recevra lundi prochain, où la violence sur les enfants a encore un trou noir dans les sciences humaines? Ou est-ce que c'est un phénomène français ou européen ou circonscrit à quelques pays? Non, je pense qu'on en est encore là pour une bonne part dans les sciences humaines. J'ai découvert effectivement qu'il y avait beaucoup de chances en épidémiologie, un tout petit peu en sociologie grâce à Murray Strauss et quelques autres, mais très peu. Un tout petit peu en psychologie en Amérique du Nord. Mais par exemple, en France, il n'y avait rien en psychologie, en psychanalyse, et en anthropologie, il n'y avait quasiment rien, à part le travail d'Ashley Montagu, qui avait réuni, à la fin des années 70, des ethnologues qui avaient travaillé dans des sociétés plutôt de chasseurs-cueilleurs, qui sont des sociétés qui ne tapent pas les enfants. Il leur avait demandé de rédiger une monographie sur cette question-là. Et donc, c'est un livre absolument précieux, mais qui est resté assez sans suite. Dire que c'est vrai que les anthropologues, comme d'autres chercheurs en sciences sociales, et Maurice Godelier l'a reconnu dans la postface à mon livre, ne se sont pas intéressés à cette question, qui est pourtant un phénomène massif et avec des effets massifs. Mais tout le monde étant tellement habitué à cette pratique, l'ayant subi et le reproduisant, c'était un trou noir, quelque chose d'invisible, en effet, qui était hors du champ de la conscience et de la recherche. Ça s'imposait, si vous voulez, avec une évidence qui la rendait invisible. Une sorte d'impensable pour les chercheurs. Oui, un nexus problématisé. Je pense en effet que c'est mon activité clinique et qui m'a confronté à ces questions. Et du coup, je me suis mis à poser la question et j'ai vu que c'était très, très répandu, qui m'a vraiment motivé, qui m'a révolté et qui m'a conduit à faire cette recherche. Et j'ai découvert qu'il y avait très peu de choses. Et est-ce que votre recherche du cours en anthropologie a nourri votre pratique d'accompagnement avec les enfants? Oui, tout à fait. Ça m'a permis il y a d'abord pendant la recherche de poser des questions. Et très vite, quand j'ai commencé à voir des enfants qui m'étaient amenés parce qu'ils étaient agressifs, turbulents, que le directeur de l'école devait le prendre dans son bureau tous les jours parce qu'il était agressif, ou parce qu'il avait des troubles de la concentration, ou qu'il passait en conseil de discipline. Donc des motifs de consultation très fréquents. J'en suis venu très vite à demander, mais comment vous faites pour le corriger? Vous devez être très en colère quand on vous appelle, ça doit vous gêner beaucoup. Et alors là, les gens m'ont dit, ah ben oui, je lui en donne une, comme ça il va comprendre, je lui donne des claques, il faut qu'il comprenne. Donc déjà, je posais la question, ce qu'on n'avait jamais appris dans mes études, et mes collègues, en général, ignorent complètement cet aspect des choses. Donc aussi bien de psychiatres que d'anthropologues? Oui, alors ça c'est les deux, ce sont vraiment, c'était c'est ce qu'on appelle une approche complémentariste hein, en transculturel, où la clinique et l'anthropologie se nourrissent mutuellement. Et après, j'ai posé la question aux parents, mais est-ce que vous avez l'impression que ça marche? Alors là, il y avait un effet de saisissement et de révélation que les parents, tout d'un coup, se rendaient compte au moment où je leur posais la question qu'en effet, ça ne marche pas. Ah ben non. Ben non, c'est vrai qu'il continue, c'est toujours, il est agité à la maison, etc. Les gens se rendent compte à ce moment-là que ça ne marche pas. Alors je dis, bah oui, d'ailleurs, c'est vrai, on a montré que ça ne marche pas. Les études qui l'ont montré. Alors les gens commencent à être intéressés parce que je me place avec eux sur une modalité de relation de partage des connaissances. Oui. Partage démocratique des connaissances. Donc ça permet de construire une alliance thérapeutique. Je ne suis pas dans un jugement là. Oui. Et j'enchaîne en disant, et figurez-vous qu'on s'est même rendu compte que plus on tape les enfants, plus ça fait des effets négatifs, et encore plus, quand on arrête, ça va mieux. Et là, les gens sont très intéressés. Ah oui.
Ils vous Là, ils rejettent sont plus. très intéressés puisque les parents, ça leur fend le cœur Oui. de taper les enfants. Même si eux ont subi ça, ils trouvaient, disons, déjà on peut le mettre au passé, que c'était naturel, normal, quand même vous ressentez que ça leur fend le cœur. Oui, mais j'ai l'impression qu'ils font ça parce qu'ils ne se sentent pas autorisés à ne pas le faire. Ils le font une espèce de contrainte morale, culturelle, que pour être des bons parents, ils doivent le faire, sinon ils seront des parents démissionnaires. Et ils le font à leur corps défendant, la plupart. Ça leur fend le cœur, vraiment. Même s'ils le font avec conviction. Et donc là, en quittant ce terrain-là, en disant, en s'associant au fait que nous, je dis nous, on s'est rendu compte, je m'inclus dans ce sujet des connaissances de cette découverte, les gens du coup se sentent légitimes à pouvoir faire autrement. Donc il y a une question de légitimité, si vous voulez, qu'apportent ces études, sur laquelle les parents peuvent s'appuyer pour trouver une autre légitimité en abandonnant l'éducation violente, la violence éducative. Ça, c'est très intéressant, cette question de légitimité. Oui, justement, on se demandait, est-ce que finalement ces violences sont inscrites dans l'ADN humain ou dans sa nature profonde? Alors non. Ça, c'est une autre découverte de la recherche. Alors, je vais répondre en deux temps. Du point de vue des anthropologues, il n'y a pas une nature humaine. Marshall Salins, un anthropologue américain qui est du courant de l'anthropologie anarchiste, dont on reparlera un petit peu tout à l'heure, a écrit un petit livre remarquable qui dit que la nature humaine est une illusion occidentale. Et en sciences sociales, on considère que la nature humaine est socialement construite, que chaque société construit une nature humaine, mais qu'il n'y a pas une essence humaine, un ADN de la nature humaine, il n'y a pas une pulsion violente, une pulsion de mort constitutive de l'être humain. Chaque société, chaque période historique, chaque système construit la violence. Les violences les plus extrêmes, les violences génocidaires, ont été socialement construites. Ça a bien été étudié. Ça ne tombe pas comme ça. Donc, ce n'est pas dans l'ADN. Et, autre argument, toutes les sociétés tapent les enfants, ça pourrait le faire penser, sauf que quelques sociétés ne tapent pas les enfants. Et ce sont des sociétés qu'on appelle acéphales. Ce sont des sociétés sans chef, sans classe, sans caste, où il n'y a pas de hiérarchie sociale. La seule hiérarchie qui existe, c'est la hiérarchie entre hommes et femmes, qui est quasiment universelle, sauf chez les Touaregs, qui ont été étudiés par une anthropologue, Christina Figueiredo, qui a vu que c'était une des rares sociétés sans domination masculine, et on ne tape pas les enfants. Mais même dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs ou même de maraîchers, parfois de cultivateurs, on ne tape pas les enfants. C'est des sociétés où il n'y a pas de violence envers les femmes, où la hiérarchie entre hommes et femmes est beaucoup moins importante qu'ailleurs, et il n'y a pas donc de roi, de chef, il n'y a pas d'esclavage pour dette, il n'y a pas une culture de la guerre, il n'y a pas une culture de la violence. Donc, alors, est-ce que c'est le chaos? Il y a des enfants rois partout? Comment ça se passe dans ces sociétés-là? Le mythe de l'enfant roi, là aussi, c'est un autre mythe. Et Marion Cuer nous l'avait bien montré dans son film sur la Suède. C'est pas parce que... Alors ça, c'est un mythe, on va dire, anti-bienveillance de l'enfant, qui dit que si on arrête de frapper un enfant, il va devenir un enfant roi. En Suède, c'est tout le contraire. Et non, les enfants c'est-à-dire c'est la nature de l'enfant. Dans ces sociétés, par exemple, les Bushmen du Kalahari en Namibie, ou les Inuits, ou les Pygmées, ou les Somalis de Malaisie, considèrent tous que la nature de l'enfant, justement, est bonne et qu'il ne va pas être corrigé. Alors que toutes les sociétés où on tape l'enfant construisent précisément une nature de l'enfant mauvaise, de l'homme, de l'être humain. L'homme est un loup pour l'homme, depuis l'Antiquité jusqu'à Freud, en passant par Hobbes, ce qui justifie toutes les violences individuelles et étatiques. On y reviendra sur les religions. Mais donc, dans ces sociétés, on pense que, ou chez les Moaves, étudiés par Georges Devreux aussi, on pense que l'enfant, il est bon et qu'il suffit de l'accompagner, d'être avec lui. S'il se met en colère et qu'il s'énerve, eh bien,
on le distrait, ou on fait un peu d'humour. Et donc l'enfant, c'est des sociétés en général sans école. Et ça fera plaisir à certains des intervenants qui sont venus, comme Yves Bonardel ou d'autres, où l'apprentissage se fait par compagnonnage. Notamment les sociétés de chasseurs-cueilleurs ont des connaissances encyclopédiques extrêmement développées sur leur environnement, sur toutes les espèces végétales. Et c'est une transmission qui se fait, qui est vitale, et qui se fait quand l'enfant va avec ses parents cueillir les plantes, chasser les animaux. Donc la transmission se fait hors de ce lieu de l'école qui est effectivement un lieu de violence. Donc on considère l'enfant comme plus bon, en effet, et on ne le tape pas parce que c'est un sujet, c'est quelqu'un qui a des droits, et ça fait peur aux gens. Dès qu'il y a de la violence, on a développé beaucoup de compétences, beaucoup de moyens, beaucoup de stratégies pour désamorcer les violences. En général, dans ces groupes-là, on n'est pas dans une famille nucléaire. Il y a toujours du monde autour. Et quand un enfant commence à être très énervé, quelqu'un vient entre le parent et l'enfant, et ça se passe bien. Donc, il n'y a pas ces huis clos des familles nucléaires qui sont aussi propices au déclenchement des violences. Et donc, l'environnement est aussi différent. Ils ne sont pas dans des immeubles, dans des petites cases de 40 mètres carrés. Voilà, alors aujourd'hui, en temps de confinement, c'est vrai que c'est encore pire. Hein. Et puis, après, il y a eu ces sociétés qui se sont sédentarisées avec la domus, où on a domestiqué des plantes et des élevages. Ça, c'est James Scott, un autre anthropologue qui montre comment ces sociétés se sont construites, où sont nées les épidémies d'ailleurs, on en est là aujourd'hui, quand il y a eu la sédentarisation et des groupes de plus en plus importants qui sont venus, où il y a eu des esclaves et la violence et des États. Et quand les États sont nés, il a fallu prélever des impôts. Et pour prélever des impôts, il faut compter, il faut écrire, il faut des gens qui vont prélever les impôts. Et c'est à ce moment-là qu'on a inventé l'écriture. L'écriture a été inventée notamment donc au Moyen-Orient, dans ces premiers États qui avaient besoin de prélever des impôts pour construire des palais, nourrir des armées, pour dégager tout un surplus, pour prendre tout un surplus que permettait l'agriculture et l'esclavage et l'élevage. Et donc à ce moment-là, pour apprendre l'écriture, il a fallu faire des écoles. Et l'école est venue avec l'écriture. Donc l'intention, si vous voulez, était de pouvoir récupérer la richesse des gens au profit de l'État. Donc il y a cette notion-là, et ça a été un lieu de violence. On a des témoignages dans l'Antiquité, en Grèce, où l'école était un lieu de violence absolument terrible. Ça a continué dans tout l'Occident jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Alors, quand on vous écoute, c'est passionnant parce qu'on se rend compte d'une chose, c'est que la banalité du mal ne va pas de soi. C'est une construction collective, sociale, historique, et donc elle peut être déconstruite. C'est pour moi un message d'espoir pour l'humanité qu'on n'a peut-être pas eu depuis très longtemps, en tout cas qui laisse les possibilités d'imaginer notre société autrement qu'une société basée sur la violence qui viendrait d'on ne sait où. Et dans ce on ne sait où, vous avez beaucoup étudié aussi la culture et les religions, parce que alors les religions, elles adorent les violences et les châtiments corporels. Oui. Ça a l'air presque intrinsèque à leur nature, à elles, justement, que d'utiliser la violence, d'y recourir, et de faire peur, et de manipuler avec la violence. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un tour d'horizon de toutes ces religions et comment elles utilisent la violence, la légitime? Oui, tout à fait, très volontiers. Je rajouterai juste sur la note d'espoir que la Suède, donc en 79, a interdit les violences corporelles, et c'était la social-démocratie la plus avancée au monde. C'est-à-dire que le processus démocratique, c'est là où il est allé le plus loin. L'écart de revenus était de 1 à 4 à l'époque. Donc aujourd'hui, on en est à 1 000 dans la plupart des sociétés ou plus. Et il y avait un État social, un État redistributeur. Donc il y avait justement une générosité, une redistribution menée jusqu'à son plus haut terme dans l'histoire, qui a permis de renouer avec l'absence de violence des sociétés acéphales. Et donc, je pense que ce processus démocratique, il est là, c'est un enjeu historique, il est menacé, mais on peut le défendre. Donc, l'avenir est ouvert. Alors, pour revenir aux religions,
c'est les grandes religions polythéistes ou monothéistes sont apparues dans des sociétés justement avec des États importants et ont justifié l'état de choses existant, ont justifié la hiérarchie et la soumission à la hiérarchie aux puissants. Ce sont toujours des modèles très hiérarchiques hein, dans toutes les religions. Et dans le judaïsme, alors là, je rends hommage à Olivier Morel, qui a fait un travail de défrichage très précieux sur lequel je me suis beaucoup appuyé, a justement relevé dans la Bible un certain nombre de proverbes qui justifient, non seulement justifient, mais exigent de frapper l'enfant, d'ailleurs sans raison particulière, il n'a rien fait de particulière, mais par principe, il faut frapper l'enfant, sinon ce sera une catastrophe, ce sera le malheur du parent. La folie est ancrée dans son cœur, il faut l'en délivrer en le tapant. Dans mon enquête, effectivement, j'ai interrogé donc moi j'ai regardé ce qui passait en clinique et j'ai interrogé aussi des gens de différentes confessions et des théologiens dans des entretiens de recherche. Et dans les écoles juives, on tapait aussi comme dans les autres écoles et dans les familles aussi, mais un peu moins qu'ailleurs parce que il y a une valorisation de l'intelligence, notamment chez les juifs américains, une étude qui a montré qu'il y a une valorisation de l'intelligence et du langage chez l'enfant dans ces groupes-là. Après, Olivier Morel remarque aussi que Jésus de Nazareth a fait une rupture en étant bienveillant envers l'enfant, mais que ça a été une éclipse très brève et que très vite, Paul de Tarse et les autres ont de nouveau recommandé les châtiments corporels. Et puis un historien américain, Philip Greven, qui a montré ça très très bien sur comment dans les premiers siècles de l'Église, on est revenu à cette prescription de la violence, très vite. Et puis, Olivier Morel a montré aussi l'importance d'Augustin d'Hippone, hein, Saint Augustin, qui a inventé le péché originel. Et ça, j'ai trouvé des travaux d'historiens. Et moi, j'ai appris pendant cette recherche que Augustin a inventé le péché originel, qu'il n'est pas dans l'Évangile, il n'est pas dans la Bible. Il y a la faute, mais cette faute ne se transmet pas de génération en génération. On ne dit pas que tous les humains vont naître avec le péché originel. C'est Augustin qui a élaboré cette théorie que tous les enfants naissent porteurs du péché originel, soit c'est la même âme qui se divise depuis l'origine, soit une nouvelle âme qui se crée pour chaque nouvel être, peu importe, il est porteur du péché originel. Et donc, il est porteur du mal. Alors, il faut le baptiser, mais ça ne suffit pas. Et pour chasser du mal qui est en lui, il faut le frapper. Et les fouets, les verges sont là pour le purifier de ce mal, pour extraire le mal qui est en lui. Et pourquoi a-t-il inventé ça? Alors, je pense que c'était au tournant du 4e, 5e siècle. Et Augustin a fait alliance avec l'empereur. À l'époque, il y avait Pélage, un autre père de l'Église, qui était contre Augustin et qui disait non, 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 l'enfant n'est pas porteur du péché originel, et ce qui ouvrait une conception de l'enfant justement généreuse, plutôt bonne, et qui n'était pas porteur du mal. Mais si l'enfant est porteur du mal, ça justifie la violence sur lui, mais ça justifie aussi la hiérarchie. C'est-à-dire que si les hommes ont le mal entre eux, ils vont se manger entre eux comme les poissons se mangent entre eux, et donc il faut un gouvernement fort, sinon ce sera le chaos, sinon ce sera l'anarchie. Donc la théorie d'Augustin, ça s'appelle l'augustianisme politique, vient légitimer la royauté, l'empire, le droit divin. Et ça arrange tout à fait les affaires de l'empereur qui exile Pélage et se met du côté d'Augustin. Donc il y a un enjeu politique tout de suite qui fait que Augustin a eu, peut-être que c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas ça a été très décisif, a eu gain de cause dans cette théorie qui s'est imposée donc jusqu'à Vatican II, mais dont on retrouve encore les traces, encore dans le catéchisme dirigé par Ratzinger de 1993. Il recite encore un proverbe de la Bible où il faut corriger l'enfant.
Oui, d'ailleurs, vous nous aviez fait montrer, enfin, proposé de montrer un tableau de Max Ernst que je vais faire passer là à l'antenne, si je peux. Voilà, voilà. OK, qui sera ici. Voilà, qui est donc la Vierge, c'est la Vierge frappant, enfin, frappant l'enfant Jésus. C'est ça. Voilà. Ouais. Et Max Ernst a été lui-même beaucoup tapé par son père. Un jour, il avait fait une fugue et il est revenu et son père l'a tapé très très durement et son père était assez religieux. Ouais. Et on voit d'ailleurs Max Ernst qui, avec André Breton, qui regarde dans la petite lucarne la scène. Donc oui, ce tableau est extraordinaire et montre bien. Alors évidemment, c'est très critique, hein, c'est ironique, mais montre bien la dimension punitive de la dimension chrétienne. Il y en a bien d'autres, mais celle-là est au premier plan. Et puis, il y a eu la Réforme et les protestants. Et Calvin était encore plus augustinien que jamais. Il a participé à un renouveau de l'augustinisme et il est revenu à la théorie du péché originel dans des termes encore plus violents. Et donc, il recommande de frapper l'enfant. Et les protestants ont écrit beaucoup de choses là-dessus, des prescriptions. Il faut fouetter l'enfant 10 fois pour breaking the will, pour briser sa volonté. Il y avait explicitement la volonté de briser la volonté. Sinon, non seulement parce qu'il y a un enjeu, c'est-à-dire qu'on fait peur aux gens en leur disant si on ne tape pas l'enfant, l'enfant va aller en enfer, mais le parent lui aussi va aller en enfer. Et donc Calvin dit même si ça vous brise le cœur, hein, déjà, il faut frapper l'enfant, sinon vous irez en enfer. Et donc Philippe Graeben dit que la croyance dans l'enfer, qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les religions, enfin aussi dans l'islam, pas dans le judaïsme, est à la source justement de cette violence éducative millénaire et de la violence en général. Donc cette croyance en l'enfer, c'est quelque chose de terrible. Oui, cette lignée par rapport à l'autorité que vous venez de nous expliquer par rapport à Saint-Augustin, du coup, c'est perdu. C'est vraiment la peur d'aller en enfer. Le lien avec l'autorité, finalement, on a presque oublié, quoi. Maintenant, c'est la religion, ce n'est plus le pouvoir. Ça va ensemble, hein. C'est tout à fait convergent. On l'a pas oublié. Ça va tout à fait dans le même sens. Les uns se renforcent mutuellement. Tout se renforce. Hein. C'est un ensemble convergent. C'est-à-dire que la croyance dans l'enfer favorise la soumission et la soumission favorise la reproduction de la violence éducative pour soumettre les enfants comme on a été soumis. Donc c'est un ensemble culturel qui légitime la violence et la hiérarchie sociale. Et oui, allez-y. Non, mais chez les protestants, les orthodoxes ou les évangéliques actuels, est-ce qu'il y a eu un changement ou ils sont restés dans cette idée de violence sur les enfants? Alors c'est partagé. Il y a une étude qui a montré, qui a été faite aux États-Unis, que la pratique des châtiments corporels était liée, c'était le seul facteur qui est resté après tous les autres, après l'instruction, le niveau social, c'était d'appartenir à une secte protestante fondamentaliste, à une église protestante fondamentaliste. Donc les Reborn, les évangélistes, et d'ailleurs la famille Bush et je crois fait partie d'une église comme ça, et on en a vu les résultats. On a reçu Marc-André Coton voilà. qui a écrit un livre sur ce sujet-là. Et il le décrit très bien. Oui, il démontre. Et donc, il était frappé très durement par le grand-père Bush. Oui, montrez-le. C'est au nom du Père. Hein. Voilà. Et donc, les protestants, donc on voit cette truc-là. Donc, le facteur principal, vous voyez, c'était d'être dans une église évangéliste, fondamentaliste. On voit le poids de la religion. Maintenant, le protestantisme, c'est un mouvement très vaste. Il y a un protestantisme libéral qui s'est séparé complètement de tout cela et qui prône au contraire une pédagogie très libérale. Donc, c'est très partagé. C'est généralement les mouvements fondamentalistes qui prônent cela, et dans le judaïsme, Israël a interdit les châtiments corporels en 2000, mais ça a été contre la volonté des rabbins orthodoxes aussi. Mais il y avait
un mouvement libéral qui lui aussi a soutenu les acquisitions des connaissances et l'interdiction des châtiments corporels, même si ça allait contre la Bible, contre la Torah. C'est-à-dire quand on invite les gens à réfléchir à la violence éducative, c'est une invitation aussi à remettre en question les dogmes religieux. Ça, c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde. Oui, ça suppose effectivement une certaine liberté de pensée et d'avoir acquis un certain nombre de valeurs de respect de la personne, je pense, et de ne pas être dans la lecture littérale des textes. Hein. C'est-à-dire qu'on profite là aussi du fait que les textes religieux ont été écrits à une époque historique, sont eux-mêmes construits historiquement. Donc ça suppose ce niveau de connaissance et de distance avec les textes fondateurs. Et ça, on trouve ça dans les courants libéraux des religions. Avant d'aller peut-être sur d'autres religions, c'est étonnant quand même qu'en France, pays qui se revendique des Lumières, la raison n'ait pas pris le dessus sur l'obscurantisme et la maltraitance, sur la violence. C'est comme si là, il y a quelque chose qui paraît illogique. Oui, alors j'ai un peu réfléchi à cette question et je pense que c'est que la France, le fait de taper les enfants, c'est un trait social autoritaire. Donc la France est une société démocratique, il y a eu la Révolution française, mais elle garde des traits autoritaires. On le voit avec, par exemple, les violences policières. Il y a une certaine violence en France, il y a la centralisation, enfin il y a beaucoup de violence quand même en France, et sans parler des violences coloniales. Donc c'est un État qui a eu recours et qui a recours à beaucoup de violence, même s'il y a aussi le processus démocratique. Hein, il y a plusieurs processus qui sont concomitants. Mais je dirais que la persistance de la croyance et de la pratique de la violence éducative est un trait autoritaire de la société française. Et ce trait autoritaire, je le mettrais en lien avec le principe hiérarchique. Je pense que la société française est une société très hiérarchisée. Par exemple, le système des grandes écoles, toute l'élite intellectuelle, de direction politique, ces grands corps d'État, repose sur un principe très élitiste et très hiérarchique, et qu'on ne retrouve pas dans d'autres sociétés. Donc c'est un élément. Et un autre élément de réponse, c'est que la France est un pays encore très religieux, beaucoup plus qu'on ne le croit. Même si on ne va plus à la messe, il y a une empreinte du catholicisme très forte. Et on l'a vu d'ailleurs au moment de la proposition de loi du mariage entre personnes du même sexe, où les droites religieuses, toutes confondues, sont descendues dans la rue contre cette loi. Et ça a été un affrontement avec le gouvernement de gauche de l'époque. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que quelques temps après, en 2014, il y a des députés d'Europe Écologie et quelques autres qui ont proposé un amendement à la loi sur l'autorité, un projet de loi sur l'autorité parentale qui prévoyait l'interdiction des violences éducatives. Eh bien, Laurence Rossignol a demandé à ce que cet amendement soit retiré et soit mis dans une loi sur la protection de l'enfance quelques mois plus tard, où il n'est pas apparu non plus. Et ce qui s'est passé, et on sortait juste de la manif pour tous. Et en fait, François Hollande a eu peur en interdisant les châtiments corporels et la violence éducative, de donner à l'occasion aux droites religieuses de redescendre dans la rue. Il a eu peur, et c'est pour ça qu'il a demandé à Laurence Rossignol de ne pas laisser cet amendement. Donc on a perdu, 2014-2019, on a perdu 5 ans. 5 ans pendant lesquels, on le sait, il y a des enfants qui ont été tués par leurs parents, plusieurs dizaines au moins depuis. Donc, est-ce que ces enfants auraient été tués ou pas si cet amendement avait été adopté en 2014? C'est une question. On n'a pas la réponse, mais on peut la poser. Donc, pour répondre à votre question, il y a le principe hiérarchique et une empreinte catholique, une empreinte religieuse finalement beaucoup plus importante qu'on a vu là dans ces mouvements-là. Tout ça, à mon avis, concourt. Et cette empreinte religieuse est encore favorisée par le fait que l'Église ne s'est pas compromise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Contrairement à l'Allemagne, par exemple, où l'Église catholique s'est complètement compromise avec le nazisme,
Ce qui fait que son autorité morale s'est effondrée, comme dans d'autres pays. Et donc, en France, l'Église n'a pas été aussi disqualifiée et du coup a gardé encore une certaine autorité. Et dans les autres religions du monde, alors continuons notre tour, dans notre tour de religion, l'islam, Oui, notre grande religion révélée, religion du livre. On va y venir. Encore un mot sur le protestantisme. Il y a 2 films qui racontent très bien ce que c'est qu'une société protestante. C'est Fanny et Alexandre de Bergman, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui vit avec une maman qui est pleine de vie, etc., qui devient veuve et qui épouse un évêque protestant. Et cet homme est très rigide et frappe Alexandre quand la mère n'est pas là, mais la fin est heureuse parce que finalement la maman s'en va avec Fanny et Alexandre et échappe aux griffes de cet évêque sadique. Et l'histoire, la réalité, c'est un film autobiographique. C'est l'enfance d'Igmar de Bergman lui-même. C'était son père, c'était pas son beau-père. Et donc toute la mélancolie, toute la grande dépression de Bergman est sûrement marquée par cette violence terrible qu'il a subie dans son enfance. Et un autre film très bien fait, c'est Le Ruban Blanc, hein, qui montre, alors ça se passe en 1913, un petit village où il y a des enfants qui font des choses assez horribles les uns aux autres et qui sont complètement pervertis, et notamment le fils du pasteur, et qui, très posément, donc c'est pas l'explosion pulsionnelle du désordre catholique, hein, c'est au contraire très mesuré, toujours avec un instrument, on frappe l'enfant, ce soir à telle heure je te donnerai des coups de baguette. Et là on voit très bien ce que c'était que cette société protestante et les effets terribles de cette pratique, parce que ces enfants deviennent cruels eux-mêmes. Alors, pour d'autres sociétés, alors dans les religions monothéistes, il y a l'islam. Alors, dans l'islam, l'enfant naît pur. La faute d'Adam a été pardonnée, et l'enfant naît avec une nature pure, mais cette nature sera corrompue par son éducation. Le résultat est finalement le même, c'est-à-dire que comme cet enfant est corrompu, il faut le purifier de tout cela, et notamment par les châtiments corporels. Et donc, dans les familles et dans les écoles coraniques, jusqu'il y a peu, on tapait beaucoup les enfants, d'autant plus que à l'école coranique, on doit apprendre le Coran par cœur, en arabe classique, sans le comprendre, ce qui est extrêmement difficile sur le plan cognitif. Et donc, les enfants font des fautes, et réciter une sourate en faisant une faute, c'est un blasphème. Et pour purifier l'enfant, il faut le frapper. Et donc, l'enfant arrive terrorisé à l'école, il fait des fautes, il est frappé. Et quand son père le récupère, il le frappe parce qu'il était frappé à l'enfant. Et donc, j'ai un patient adulte qui m'a raconté qu'il était terrifié en allant à l'école, qu'il faisait sous lui de terreur, et que quand il rentrait chez lui, son père le frappait encore, il a fugué, il a été frappé encore. Donc, il y a un cycle de violence absolument terrible, bon, qu'on retrouve aussi dans les écoles chrétiennes. Hein. Erasme raconte ça aussi, un curé qui fait frapper un enfant par son préfet devant lui, et il lui dit, voilà, il n'avait rien fait, mais c'était pour montrer l'exemple. Donc, mais dans ces écoles-là, donc on le faisait. Il y a certains pays qui ont commencé à le modifier, notamment au Maroc, à partir d'une enquête où maintenant l'enseignement religieux, c'est comme le catéchisme en France, dans des écoles normales où il y a 2 heures d'enseignement religieux. Mais il y a des pays où c'est encore le cas, où c'est un lieu de violence très important. Et là aussi, il y a une crainte de l'enfer très importante dans l'islam. Hier après la mort, il y a 2 anges terrifiants qui vous attendent, qui vont vous envoyer soit en enfer, soit au paradis. Et donc, il y a une hantise de l'enfer qui favorise aussi cette violence. Est-ce qu'il y a une différence entre le monde sunnite et le monde chiite, entre le monde arabe, le monde irano-perse et asiatique? Ou est-ce que c'est des cultures qui se sont moulées dans le moule de cet islam violent? J'ai pas vu d'études là-dessus. Les études que j'ai vues, c'était dans le monde sunnite. J'ai rien vu sur l'islam chiite ou asiatique. Donc, je peux pas vous répondre. Et puis, si on va... donc, il y avait aussi, c'était très ritualisé. Hein. Alors,
dans les écoles chrétiennes, j'y reviens, c'était il y avait des règlements intérieurs chez les jésuites, chez les cisterciens, les oratoriens, disant le nombre de coups de férules, de fouets qu'il fallait donner aux enfants. Tout ça a été écrit noir sur blanc et c'était donné. Balzac en parle, beaucoup de gens en parlent. Et donc là aussi, c'était très organisé, ces punitions dans les camps coraniques, et il fallait lier les pieds de l'enfant et mettre ses pieds en l'air. Il y a des enfants qui le tenaient et le maître tapait avec un bâton sur les plantes des pieds. Et on faisait participer les autres. Oui, les autres étaient participés. Et j'ai des parents qui m'ont dit, oulala, oui, la falaka, ça faisait mal. Donc, ils l'ont connu. Et puis, oui, alors dans le monde polythéiste, ce que j'ai vu, j'ai quelques éléments dans le bouddhisme et l'hindouisme. Donc, dans l'hindouisme, dans les Védas, l'hindouisme, c'est éminemment hiérarchique comme système, un des plus hiérarchiques qui soit. Et dans les Védas, on dit qu'il faut taper l'enfant. Aussi. Mais sur le dos, pas sur la tête, pas sur le thorax, mais sur le dos. Et l'enfant est complètement en bas de la hiérarchie avec la femme, l'esclave, l'animal. Il ne faut pas le taper trop fort, mais il faut quand même le taper. Et les enfants sont tapés. Et dans les sociétés bouddhistes, par exemple au Cambodge, on tape les enfants dans les familles, dans les écoles. On les met à genoux sur l'écorce de jacquier, un gros fruit hérissé de piquant. J'ai vu ça en allant au Cambodge. C'est un fruit délicieux, mais à manger, pas. Oui, le jacquier, c'est un gros fruit comme ça. Qui est très bon à manger, qui est délicieux, mais qui n'est pas fait pour faire mal. Voilà. Et donc, ça a des piquants, et on mettait les enfants en genoux là-dessus. Donc, on les tape avec des baguettes de bambou. Et j'ai même rencontré un psychiatre laotien qui me disait qu'il fallait taper les enfants au début de mon enquête. Et il y a un enfer. Il y a un enfer bouddhiste. On le voit il est dans les temples, dans les pagodes, il est dessiné dans les mandalas au Népal, où les gens sont torturés, on coupe la langue du menteur, on coupe en morceaux le voleur. Donc il y a aussi un enfer très violent. La violence est là, elle est omniprésente, et elle fait peur aux enfants. Et il y a une famille portugaise qui me racontait que quand il allait au Portugal, il était terrifié par les peintures qu'il y avait dans les églises qui montraient justement l'enfer si on ne punissait pas les enfants. Et le curé disait aux parents, quand vous rentrez chez vous, tapez vos enfants, sinon vous irez en enfer. Donc voilà, il y a vraiment une communauté dans la plupart des grandes religions. Je ne connais pas les religions Le confucianisme en Chine, vous l'avez étudié? Non, je ne sais pas ce qu'il en est, mais je sais qu'en Chine, on tape les enfants. Mais je n'ai pas vu de texte, d'éléments de texte là-dessus, ni dans le shintoïsme, tout ça. Oui. J'ai pas trouvé de choses écrites là-dessus. Mais les recherches anthropologiques ne se sont pas centrées là-dessus dans le monde, ou est-ce qu'il y a des recherches qui existent là-dessus? Non, il n'y a pas de recherche spécifique là-dessus. C'est pour ça. Je pense qu'on va probablement interroger ces textes à la lumière de ces questions-là. Oui. Et l'iconographie peut-être aussi, les images que l'on peut voir dans des temples. Oui. Il y a des sources de ce côté-là. De toute façon, il y a des sculptures, des gravures. Puis dans les églises, comme vous le disiez tout à l'heure, par rapport à l'exemple du Portugal, oui. on voit des images de ces châtiments. Tout à fait. Oui. Et donc, ça me fait penser, si vous voulez, ce qu'avait dit aussi Yves, c'est que... Yves Bonardel. Comment? Yves Bonardel. Yves Bonardel. C'est que l'enfant n'a pas où aller. Il peut pas s'enfuir. Hein. Et ça me fait penser, si vous voulez, on peut faire le parallèle qui est souvent fait à juste titre avec les violences envers les femmes. Et il y a une anthropologue féministe à laquelle je rends hommage, c'est Nicole Claude Mathieu. Elle dit que la plus grande des violences faites aux femmes, c'est pas tant le mariage forcé, l'expédition à la grossesse, c'est que toutes les formes de domination, mais qu'elles n'ont nulle part où s'échapper. Hein.
Si elles s'échappent, elles seront reprises. Si elles vont chez leur père, elles seront envoyées chez le mari. Donc, il n'y avait vraiment pas d'ailleurs. Donc, il y avait cette communauté de conditions entre les femmes et les enfants. Alors, ce qui est terrible, c'est que cette violence que vous décrivez semble traverser le monde. Parfois, vous avez aussi exploré cette traduction-là dans l'art. On a vu le tableau de Marx Ernst, mais peut-être vous pouvez développer un peu. Est-ce que les artistes arrivent à être conscients de ce qu'ils ont vécu? Est-ce qu'ils le mettent en scène sans en être conscients? Qu'est-ce que vous avez pu observer dans la culture et spécifiquement dans l'art? À part Max Ernst, il n'y a pas énormément de choses. Il y a la violence, bien sûr, qui est mise en image. Je crois que c'est surtout les cinéastes qui vraiment l'ont mis en scène avec leur inspiration autobiographique. Je pense ou la littérature, Olivier Morel remarquait que c'était Jules Vallès qui, le premier, a parlé de ce qu'il avait vécu à la première personne. Jules Vallès a écrit un livre qui s'appelle L'Enfant, qui raconte ses biographies, qui raconte son enfance et toute la maltraitance qu'il a subie. Voilà, il était fouetté par sa mère, parce que sa mère disait il faut fouetter les enfants, par principe. Donc Jules Vallès est le premier à en avoir parlé. Victor Hugo, aussi, l'art d'être grand-père, il va consoler sa petite fille qui est mise au cachot, là aussi, il tempère la violence éducative. Et puis Balzac, dans ses récits. Donc dans la littérature, il y a plus de choses. Et d'ailleurs, dans la bâtarde aussi, il y a des récits. Enfin, il y a des récits, mais qu'on n'a pas fini d'inventorier parce que c'était pas jugé significatif. C'était des témoignages, mais qui participaient de cette invisibilité. Alors, je voudrais, à propos de films, vous faites penser à Django Unchained et une autre logique que la logique religieuse, qui est celle de l'esclavage. J'ai eu des entretiens avec des gens qui s'occupent d'associations d'Antillais, qui font toute une recherche sur l'esclavage, qui reconstituent les généalogies. Et j'ai eu des enfants de familles antillaises qui étaient frappés, dont les parents avaient été frappés. Et notamment, je me rappelle d'une maman qui me disait qu'elle tapait son fils et qu'elle avait été tapée terriblement par sa mère à coups de ceinture, et en particulier parce qu'elle était la plus noire des filles. Elles étaient plusieurs filles, donc c'est des sociétés métissées, et chaque enfant avait une couleur un peu différente. C'était la plus noire qui était la plus violemment tapée par sa mère. Donc il y avait un côté racialisé dans la violence qui remonte à l'esclavage. Mais d'ailleurs, il y a tout un mouvement de jeunes femmes noires qui se font blanchir la peau et qui s'en rendent malades. C'est terrible. Ah oui, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Bourdieu a si bien nommé la domination symbolique. C'est-à-dire que le dominé reprend à son compte les valeurs du dominant. C'est ce que Frantz Fanon, un auteur aussi dont on parle de plus en plus, un psychiatre antillais qui a rejoint qui a fait ses études de psychiatrie en France et qui ensuite est allé en Algérie à la fin des années 50, qui a fait de la psychiatrie là-bas et qui finalement a rejoint le FLN, qui a écrit Les années de la Terre, et c'était son expérience. Et quand il est arrivé en France, enfin en métropole plutôt, il a écrit un très beau livre qui s'appelle Peau noire, masque blanc, où il décrit très bien cette aliénation où on a honte de ce qu'on est. Mais c'était dans les années 50, c'était un livre génial, bien avant la lutte pour les droits civiques, etc. Mais ce que disent justement ces militants associatifs, c'est que quand on donne des coups de ceinture à son enfant quand on est antillais, eh bien c'est aussi le fruit, la lointaine conséquence de la violence esclavagiste. Et dans la société esclavagiste, par principe, on fouette son esclave. C'est-à-dire quand on achète un esclave, on le fouette. Fouetter, c'était décrit aux États-Unis. Fouetter l'esclave, c'est la scène inaugurale, si vous voulez, d'entrer en esclavage. Donc il y avait comme ça une mémoire de la violence qui s'est transmise et qui se répète tant qu'elle reste inconsciente et qu'elle n'est pas explicitée, critiquée et analysée. Donc il y a aussi toutes ces formes de violence, et on pourrait parler d'autres violences, de la violence coloniale. Mais le facteur religieux, là, si vous voulez, dans la violence esclavagiste, c'est intéressant parce que dans les autres sociétés
une intrication, hein, le facteur religieux est toujours présent, alors que là, on a l'impression qu'il est assez marginal. Et alors, est-ce que les films violents qu'on voit à l'heure actuelle sont une forme d'exorcisme ou une mise en scène de toutes ces violences subies par nos sociétés? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas travaillé spécialement là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Moi, ça dépend des films. Il y en a qui sont l'éloge de la violence. Ils font l'éloge de la violence guerrière, héroïque. Alors parfois, c'est pour se défendre son peuple. Ça peut se comprendre. Même les Semailles de Malaisie, qui sont non violents, disaient que s'ils avaient besoin, qu'ils reculaient toujours plus loin dans les montagnes, parce que leur territoire était grignoté, disaient, s'il avait fallu, on se serait défendu. Donc, la violence pour se défendre, c'est une chose. Si on prend les westerns, où il y a le bon cow-boy qui tue les mauvais indiens, je pense que c'est un éloge de la violence génocidaire absolument terrible. Donc, ça dépend quel est le destinataire de la violence, pourquoi on est violent. Si c'est une violence pour se protéger, et s'il n'y a pas eu d'autre moyen de le faire que la fuite, les sociétés sans violence essayent de fuir. À chaque fois, une situation violente, on s'écarte un tout petit peu et c'est le meilleur moyen. Ils ont horreur de la violence. Donc je dirais qu'il y a une espèce quand même d'esthétisation dans tous les cas de la violence, oui, qui me paraît une légitimation de la violence en général, et qu'il n'y a pas de critique de la violence en tant que telle. Voilà ce que je pourrais vous répondre comme ça un petit peu à la volée. Oui. Alors, pour faire un lien avec ce qui se passe aujourd'hui, on parle de confinement, mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler d'enfermement, de privation de liberté? Et pour aller plus loin, on voit que par exemple la Suède qui a aboli et interdit les violences sur les enfants, les populations ne sont pas enfermées, il y a des restrictions, mais ce n'est pas aussi brutal que ce que nous, on s'inflige. Est-ce qu'on peut faire un lien? C'est une hypothèse, hein. Il faudrait y réfléchir. Est-ce que ce confinement a été l'occasion de révéler, de réaliser un rêve autoritaire? Peut-être, je ne sais pas. C'est pas impossible. Les arguments avancés sont bien sûr la protection de la population et de la vie humaine. C'est pas comme une société totalitaire qui envoie des millions de gens à la mort délibérément. Donc c'est pas totalitaire, ça pourrait être autoritaire. C'est une hypothèse. Peut-être que ça intervient. Il faudrait y travailler. Mais on peut faire cette hypothèse avec intérêt. Parce que par exemple, on voit aussi que les châtiments corporels, leur alibi, hein, c'est justement éduquer l'enfant, ou parfois c'est plus explicite, c'est briser leur volonté. Là, l'objectif est plus clair. Mais quand on dit c'est pour qu'ils comprennent, c'est pour qu'ils apprennent, c'est pour qu'ils soient sages, c'est pour qu'ils soient obéissants, c'est pour que quand ils soient plus grands, ils ne fassent pas de bêtises. Donc tout ça contribue à l'effet inverse. Et la logique de cette pratique, la logique sous-jacente, comme le disait Foucault à propos du supplice, Foucault disait dans Surveiller et punir que le supplice ne réactivait pas n'établissait pas la justice, il réactivait le pouvoir. C'est-à-dire que le supplice ne servait pas à rendre la justice, mais à terroriser la population. Donc je pense que la pratique de la violence éducative est de produire de la soumission, et de la soumission à quoi? De la soumission aux principes hiérarchiques. Principes hiérarchiques de classe, de caste, de rapports socio-hiérarchiques, racialisés, de sexe, d'âge aussi, d'agisme, etc. Donc, certaines pratiques peuvent être avancées pour des raisons qui ne sont pas forcément les logiques efficientes à l'œuvre. Donc, on peut garder cette hypothèse. Donc, sortir de la violence, alors ça voudrait dire avoir peur de perdre cette autorité dont vous parliez. Pourquoi est-il difficile d'en sortir de la violence? Je dirais, moi, c'est
je parlerai bien de ce fameux processus démocratique. Vous avez commencé tout à l'heure. Oui, qui apparaît donc au XVIIIe siècle et qui a un enjeu toujours fragile, qui est sujet à des reculs, mais je pense qu'il a touché les femmes, le monde du travail, et il y a eu des lois de protection de l'enfance petit à petit, contre les sévices au XIXe siècle, et puis contre la maltraitance après, et puis la Convention internationale des droits de l'enfant, où l'enfant devient un sujet de droit. Donc 2 siècles après la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Donc c'est un processus lent, c'est un processus aussi qui va dans des lieux comme la famille où le droit était suspendu. Hein. Le droit de correction, c'est mon enfant, j'ai le droit de le taper. C'est un droit de propriété. C'est une relation de propriété qui fait qu'on a le droit de taper son enfant parce que c'est le mien, alors que je n'ai pas le droit de taper celui du voisin. Quand on dit que ça lève la sphère familiale. Voilà. Mais c'est intéressant, cette situation, on peut pousser l'image, si vous voulez. Il y a des gens qui disent, moi, je tape mon enfant parce que je suis à bout. Et maintenant, on dit, bah, si vous tapez votre femme parce que vous êtes à bout, bah, vous irez au tribunal. Et là, il n'y a plus de tolérance. Il y a une tolérance. Et on dit, ben oui, on ne peut pas se contrôler, c'est la violence. Mais si l'enfant du voisin me pousse à bout, je ne vais pas le taper, parce que je sais très bien que d'après le code pénal, je passe en correctionnel. Il peut porter plainte et je passe en correctionnel. Donc on peut se contrôler quand on a peur. C'est-à-dire que, et d'ailleurs avant, le mari ne tapait pas l'épouse du voisin parce qu'il serait passé en correctionnel aussi. Donc cette impulsivité, soi-disant irrémédiable, incontrôlable des hommes envers les femmes, des parents envers les enfants, elle s'exerce que quand celui qui exerce l'enfant ne risque rien, parce qu'il y a une tolérance sociale. Donc on peut se contrôler. Donc ce processus démocratique va maintenant dans la famille, qui était un espace hors droit, ça a été dit plusieurs fois, et Pinheiro, qui avait un Brésilien qui a rédigé un rapport mondial sur la violence pour l'ONU, disait justement que la violence ne doit pas s'arrêter, le droit ne doit pas s'arrêter à la porte des foyers. Donc la famille est un espace hors droit et va rentrer dans le droit commun. Ça, c'est une bonne chose. Donc c'est ce processus-là, si vous voulez, d'un droit démocratique qu'il faut encourager, qu'il faut poursuivre. Après, l'autorité, c'est compliqué. Il y a souvent une confusion entre autorité et pouvoir. Hannah Arendt en a posé les termes de façon que je trouvais assez intéressante. Justement, c'est elle qui avait noté cette confusion entre autorité et pouvoir. Alors, c'est un terme très polysémique, l'autorité, on pourrait passer 1 heure là-dessus, mais elle disait que le pouvoir, il s'impose, on peut pas, voilà, ou on peut y résister, mais il s'impose, alors que l'autorité, on l'accepte. Si on veut bien l'accepter, on la reconnaît. Et dans les sociétés, par exemple, sans violence, les enfants reconnaissent à leurs parents de savoir plein de choses. Et ils sont heureux de la transmission de connaissances, d'expériences. Et donc, ils reconnaissent une autorité, on va dire, d'expérience, de connaissances de leurs parents. Donc, c'est eux qui donnent cette autorité, qui confèrent cette autorité à leurs parents. Et donc, cette autorité-là, je trouve qu'elle est prise dans ce sens-là, c'est intéressant. Et ce que je dis et ce que j'essaie de dire aux parents, c'est que si vous arrêtez de taper l'enfant, vous allez gagner une autorité. Alors que le parent qui tape l'enfant, il sape son autorité morale. Il est dans l'usage de la force et pas de l'autorité morale. Alors, ce n'est pas l'autorité dont vous parliez tout à l'heure, vous parliez de la peur de l'autorité, donc de quelque chose de punitif. Oui, de la peur du pouvoir. Hein, la peur du pouvoir. La peur du pouvoir, donc c'était le pouvoir, pas la peur de l'autorité. C'était l'autorité dans le sens du pouvoir. Oui. Et Gordon, celui qui a écrit aussi là-dessus dans les années 60-70, distinguait autorité sûre et autorité avec. Hein, c'est cette distinction qui est intéressante aussi. L'autorité sûre, c'est l'exercice du pouvoir. L'autorité avec, c'est, voilà, j'ai des choses à partager qui méritent d'être prises en considération. Donc, je pense que ces distinctions sont intéressantes et peuvent
peuvent être des repères. Tout à fait. Alors, en vous écoutant, on voit qu'il y a une répétition générationnelle de la violence. Hein, ça fait visiblement des siècles qu'on entretient de génération en génération cette violence sur les enfants. On a senti tout à l'heure que l'apport scientifique permettrait d'en sortir. Est-ce que l'humanité est condamnée du coup à s'auto-violenter? Est-ce que les dirigeants qui sont aussi d'anciennes victimes sont prêts à sortir de leur déni? Qu'est-ce qu'on peut espérer à ce niveau-là? Bon, je pense que l'humanité est condamnée à rien du tout, c'est un langage religieux. On n'est pas voué à une condamnation éternelle. Donc non, on n'est pas condamné à l'enfer pour les siècles des siècles. L'humanité sera ce qu'elle pourra faire d'elle-même. C'est entre nos mains. Donc on ne sait pas. On ne sait pas si on va arriver où on ira. Là, on a l'air un peu mal parti avec tout ce qui se passe depuis quelques années. Il y a encore temps de redresser un peu la barre. C'est un enjeu. Les enfants y contribuent hein, avec ils protestent contre le climat, ils sont des acteurs, et peut-être qu'ils vont nous y aider. Mais il faut aussi que les adultes prennent leur part. Alors, on le voit bien pour le climat, pour la violence, pour les épidémies, qui sont un produit justement de cette mondialité dévastatrice, cette mondialisation, que la logique de l'intérêt privé, individuel, au dépens de l'intérêt général, est ce qui guide beaucoup trop le monde. Encore que, bon, on voit un retour justement à l'intérêt général avec la redécouverte du commun, du service public, de ce qui est sans valeur marchande, la santé, etc. La protection sociale, donc la redécouverte de l'État social que l'Europe voulait largement diminuer. Hein, il fallait diminuer de 30% le nombre des fonctionnaires. C'était quand même dans le programme de l'Europe il y a encore une quinzaine d'années. Donc on redécouvre le commun. Achille Mbembe, qui est un auteur très intéressant aussi, qui a écrit un livre qui s'appelle La brutalité du monde. Lui aussi, il laisse cette ouverture, la redécouverte du commun, du partagé, de ce qui n'est pas marchand. Donc, il y a des valeurs, si vous voulez, qui reviennent, qu'on redécouvre, qui sont mises en pratique et qui peuvent, c'est très important. Là aussi, c'est un enjeu de lutte symbolique. C'est-à-dire, quand on fait l'éloge du libéralisme et de la réussite individuelle, on favorise la violence, on favorise la destruction. Si on fait l'éloge du commun, du partagé, on est contre la violence, contre la destruction, la violence envers les uns les autres et la destruction de l'environnement. Donc, ce sera aussi le poids relatif de ces valeurs qui va être décisif. Je crois qu'il y a une bataille, je préfère dire symbolique qu'idéologique, qui est très importante. Hein. C'est quand on dit que Black is beautiful, qu'il y a quelque chose qui bascule. Hein. C'est quand Frantz Fanon l'annonce. Voilà, la domination symbolique, il faut savoir la briser en démontant ses ressorts. Voilà, elle s'effondre un petit peu comme en ce moment avec le libéralisme. Voilà, ça tombe en poussière. Est-ce que ça va renaître? On ne sait pas, on n'espérera pas trop vite. Mais je pense qu'il y a cette lutte-là est très importante et je pense que ce que vous faites avec votre série, là, il contribue beaucoup et je vous en félicite. Il y a eu aussi Small is Beautiful, aussi, oui. Qui redéconstruisait aussi, ça c'était dans les années 80, il me semble. Mais pour terminer, on aimerait bien quand même qu'on parle un peu de cette loi, puisque votre livre est à propos des châtiments corporels et de l'abolition de la fessée. Et vous avez dit dans un article de Libération que l'abolition de la fessée est une étape de plus vers la démocratie. Alors, en parlant de fessée, est-ce que ce n'est pas prendre le risque de minimiser la gravité de la situation? La fessée, c'est peut-être restrictif? Oui, c'était le titre, mais dans le contenu de l'article, je parlais de la violence éducative et des châtiments corporels. Hein. Comme dans un article qui est paru dans Le Monde aussi, dans le monde.fr, après que le Conseil constitutionnel ait censuré l'amendement qui avait été adopté dans la loi de 2016, où la France finalement avait interdit les châtiments corporels, et la droite avait saisi le Conseil constitutionnel pour invalider cet amendement, qui était un cavalier législatif. Et le lendemain, d'ailleurs, la décision du Conseil constitutionnel
il y a un beau-père qui a battu son fils à mort parce qu'il n'allait pas au collège. Il a donné les coups de ceinture, l'adolescent a fait un arrêt cardiaque, il est mort. Et 3 autres enfants sont morts de violences éducatives dans les 3 semaines qui ont suivi. C'était février 2017. Et donc j'ai fait un article là-dessus avec Marie-Rose Moreau et Thierry Bobet, où on parlait aussi de la nécessité démocratique et de l'enjeu, si vous voulez. On voit qu'il y a un arc, c'est aussi les violences envers les femmes. Il y avait en Algérie, les partis fondamentalistes dénonçaient une loi qui voulait pénaliser les violences conjugales. Au même moment, Poutine voulait dépénaliser les violences conjugales en disant qu'il faut les pénaliser que quand elles sont au point de violence qui les amène à une hospitalisation. Vous voyez que tous les régimes autoritaires et réactionnaires veulent légitimer la violence et la dépénaliser. Donc c'est un peu tout ça dont je voulais parler. Et la fessée, c'est un terme générique que j'avais repris pour le titre de l'article, mais que je n'ai pas repris par exemple dans le titre de mon livre. Donc je suis d'accord avec vous. C'est une formule comme ça qui est très insatisfaisante et on en parle beaucoup moins maintenant. Je crois qu'avec l'OVO et tout ce qui s'est dit depuis des années et toutes les associations, le terme de violence éducative est passé dans l'usage commun et d'ailleurs il a été prononcé à l'Assemblée nationale, au Sénat. On a parlé des violences éducatives, des violences éducatives ordinaires. Donc je crois que c'est ce concept en effet qui maintenant a pris sa place dans le langage juridique, dans l'espace social, dans l'espace médiatique et dans le langage de tous les jours. Donc je pense, et ça a l'avantage justement de ne pas focaliser uniquement sur les châtiments corporels, mais les autres formes de violence. Donc, oui, vous faites un pas de plus vers la démocratie. Est-ce que cette loi est suffisante à votre avis? Alors telle qu'elle est, elle est insuffisante parce que le terme punition ou châtiment n'a pas été retenu malgré les propositions initiales. Là aussi, probablement à l'issue de tractations avec des gens qui voulaient l'édulcorer, avec des partis qui voulaient l'édulcorer, toujours les mêmes. Et donc le terme de punition ou de châtiment a été retiré. Et là aussi, ça pouvait heurter des convictions religieuses. Donc le terme de violence, on a retenu le terme de violence psychologique et physique. Mais ce qui laisse à l'appréciation du juge de déterminer ce qui est violent ou pas. Si on estime qu'une claque, ce n'est pas violent, qu'une insulte, une menace, ce n'est pas violent, on ne pourra pas appliquer cette loi. Donc, elle est très en retrait au niveau de son intitulé, de son expression plutôt, de son énoncé. Et puis, ça a été dit aussi par Marion Querc notamment, elle n'est pas accompagnée de toute la campagne d'information et d'accompagnement des parents qui sont nécessaires. On a montré que pour être efficace, il faut une loi et une très forte campagne d'information. Si on fait rien comme en France avant, il n'y avait rien. Si on fait une loi sans campagne d'information, une campagne d'information sans loi, c'est pas très efficace, il faut les deux. Donc là, la campagne d'information, on l'attend. Je ne sais pas combien de temps on va l'attendre, et ça, c'est très, très préoccupant. Vous savez si elle est en préparation, s'il y a quelque chose en préparation, même si tout est arrêté, tout est en stand-by en ce moment, mais enfin, est-ce qu'il y a des idées? Est-ce que vous avez entendu parler de préparation, de campagne de sensibilisation? Il y a un état des lieux qui a été fait, qui a été jugé suffisant, des lieux parents écoute, des choses comme ça. Mais bon, je n'ai pas de sources récentes là-dessus. À l'OVO ou dans les associations, ils ont des informations plus récentes. Mais il y a ces derniers, je crois, il y a encore quelques mois, il n'y avait pas de projet avant dans ce sens-là, à ma connaissance, mais à vérifier. Donc là, il y a absolument. Qu'est-ce que vous imagineriez, hein, la situation actuelle paraît très difficile à plein d'égards. Est-ce que c'est pas un peu comme dans des moments historiques graves où l'espoir renaît de faire autre chose, d'inventer un autre monde, de créer autre chose? Est-ce que parfois c'est dans ces moments délicats, comme je pense à la Seconde Guerre mondiale, où quand tout espoir paraît perdu, qu'en réalité on crée autre chose? Est-ce que c'est pas le moment de créer autre chose? Oui, ça peut être, c'est un moment, sûrement, que ce qu'on disait tout à l'heure, si vous voulez, qu'il y a des valeurs qui reviennent. C'est-à-dire, on revient à l'essentiel. Quand la société est au bord de l'écroulement, de l'effondrement, menacée comme ça, eh bien, c'est vraiment les principes de base auxquels on se raccroche, ce qui est vital. Et donc, l'intérêt privé,
tout ça peut être remis en cause bien plus fondamentalement. Je pense que c'est une occasion, en effet, comme effectivement après la Première Guerre, où on a fait la Deuxième Guerre mondiale, où on a fait la sécurité sociale, et on a construit un État social, pour reconstruire quelque chose. Donc, oui, et d'ailleurs, on entend dans le langage politique, il y a des choses qui sont dites par le politique. Alors, est-ce que c'est sincère? Est-ce que ce sera un suivi des faits? On verra bien. Mais ces valeurs sont dites, hein, qu'il faut revenir au commun, à ce qui n'est pas marchand, à la santé. Donc, sur la question de la violence, du droit de l'enfant, du statut de sujet, de la violence envers l'homme et envers l'environnement, oui, et avec les grandes inquiétudes qu'il y a sur les violences envers les femmes et les enfants dans le confinement, on peut espérer, oui, que ce soit une occasion. Et on peut faire pour que ça devienne. On peut agir pour. Peut-être comme une note d'espoir, je peux vous montrer le commentaire de Jean-Pierre Thielland, donc de l'Observatoire des violences éducatives ordinaires, qui était ici il y a quelques jours, et qui nous dit, vous ne le voyez pas en entier sur l'écran, mais j'ai rencontré des mères issues de familles africaines qui avaient subi la violence éducative, mais qui se sont appliquées à ne pas la reproduire avec leurs enfants. Quelle explication donner à cette prise de conscience? Je pense que il faudrait les rencontrer pour en discuter avec elles. Je ne peux pas répondre à leur place. Mais probablement que ça a pu se passer dans l'établissement d'une relation de confiance. Je veux dire, quand on se sent accepté et reconnu comme sujet, quand on n'est pas victime de violence, c'est une hypothèse que je vous propose là, oui. À ce moment-là, on n'accepte pas la violence. Je pense que si on est violenté soi-même, eh ben, on va être plus violent. Marx disait que le prolétaire connaît plus pauvre que lui, c'est sa femme et son fils, ses enfants. Donc, on peut faire l'hypothèse que ces mères-là, elles ont fait des bonnes rencontres. Comme les enfants qui rencontrent un témoin secourable chez Alice Miller, probablement que ces mères ont fait des bonnes rencontres qui font qu'elles se sentent accueillies, accompagnées, comprises, estimées, valorisées, et qu'on a compris aussi ce qu'elles pouvaient apporter de leur culture, de leur langue et tout ça, ce que je fais aussi moi avec des psychologues avec lesquels je travaille dans les écoles, où on essaye de valoriser les langues des pays d'origine, la cuisine, la culture, en accueillant les gens, et parce qu'ils se sentent pas tellement bien acceptés en général, notamment à l'école. Donc probablement qu'il y a eu des bonnes rencontres, qui fait que on est prêt, justement, on ne demande que ça, d'arrêter d'être violent, quand on est soi-même bien traité. Okay. Peut-on tous devenir témoins secourables? Oui. Il y a énormément de questions qui ont été posées. Alors vous pourrez y répondre, vous, si vous voulez, après. On ne les a pas toutes mises parce qu'on vous a laissé dérouler le fil de votre pensée, mais il y avait beaucoup de propositions, de réflexions qui étaient très intéressantes. Peut-être que là, je crois qu'on va pouvoir conclure. Anne, oui. tu avais encore des questions? Non. Et puis, ça fait déjà, on a beaucoup bien dépassé. Donc, ça fait 1h30 que nous sommes ensemble. Ah oui. Et donc, merci beaucoup. Ben, je vois que vous n'avez pas senti le temps passer. Et j'espère que c'est la même chose pour… enfin, en tout cas, c'était pour nous. Et puis, c'est la même chose pour toutes les personnes qui regardent. Et justement, vous parliez de campagne, on parlait de campagne pour sensibiliser sur les violences éducatives ordinaires. Et je voudrais donc signaler à tous ceux qui nous regardent que nous vous invitons à aller sur la page de la plateforme de l'enfance libre. Je vais dérouler ici, je vais vous montrer et dérouler l'adresse. Bon, c'est sur Facebook, puisque actuellement, nous lançons un appel à des questions pour la semaine de la non-violence éducative ordinaire qui se terminera le 30 avril lors de la journée des VEO. Et vous pouvez donc poser toutes vos questions. Ces questions seront reprises dans une série d'interviews que Clara Bellard, la réalisatrice de Être et Devenir, qui était ici le 3 avril, elle réalise donc une série d'interviews en partenariat avec nous, où vous retrouverez des experts, des personnalités, des militants qui sont venus ici et d'autres aussi. Donc, c'est notre contribution
pour cette sensibilisation aux violences éducatives ordinaires. Si oui, si je peux juste rajouter un dernier mot en réfléchissant. Oui, bien sûr. Ce qui pourrait aussi être intéressant, c'est qu'il y a une information des professionnels en contact avec l'enfance. Les enseignants, les soignants, les thérapeutes, les psychothérapeutes, les pédiatres, les médecins généralistes, tous les soignants, les éducateurs, les travailleurs sociaux, qui soient formés à ces questions-là. Et tous ceux qui sont en relation avec les parents, et les magistrats et les juristes. Donc ça, c'est très concret, et je pense que là, ça ferait déjà avancer les choses assez vite et assez facilement. Je dirais qu'on peut dépenser des milliards pour l'urbanisme, etc., pour changer, diminuer la violence en général, mais là, on peut agir sur quelque chose assez simplement avec des effets très importants. Voilà. Ben, merci encore. Et donc, ces formations sont en place. Les formations dont vous venez de parler sont en place. Il faut les mettre en place. Il y en a quelques-unes. Il faut les mettre en place, d'accord. Il faut les mettre en place. Il faut les mettre en place. Ok, trop d'espoir. Donc, il faudrait les mettre en place et là, ça permet vraiment d'avoir aussi de l'impact et de l'effet. Bien, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez appris et dit. Donc, je vais aussi informer tous ceux qui nous regardent de nos prochaines rencontres qui se terminent bientôt. Donc, demain, nous rencontrons Edwige Antier. Vous avez peut-être des choses à lui dire. Samedi 18, Jean-Pierre Lepris sur les apprentissages autonomes. Dimanche 19, nous recevons Cécile Priou à propos d'école et apprentissage. Et donc, nous terminerons lundi 20 avec Olivier Morel, dont vous nous avez beaucoup parlé ce soir. Merci beaucoup, Jean-Guillaume. Merci à toi. Merci, monsieur Delanoë. Et nous voudrions remercier toute l'équipe qui est derrière nous, Manuel, Ophélie, Emmanuel, Oriane, Guillemette, Emmanuel et Élodie. Voilà. Vous restez avec nous et à demain pour tous les autres. Au revoir, merci.